Et si le cœur du front ukrainien venait de céder, déclenchant une réaction en chaîne dont personne ne mesure l'ampleur réelle? Ce que nous avons vu aujourd'hui à Pokrovsk n'est peut-être pas qu'un revers isolé, mais bien le début d'une onde de choc capable de tout bouleverser, pas seulement en Ukraine, mais dans toute l'Europe. Imaginez une digue qui cède, l'eau ne s'arrête pas à la brèche, elle emporte tout sur son passage, modifiant pour longtemps le paysage que l'on croyait immuable. Nous sommes le 25 octobre 2025. Cette date risque fort de s'imprimer comme un tournant dans l'histoire contemporaine, car elle marque le moment où la guerre en Ukraine a changé de visage. Il y a des jours qui, lorsqu'on les vit, semblent n'être qu'un moment parmi d'autres, mais qui, avec le recul, prennent la dimension d'un séisme historique. Songez au 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin, ou au 11 septembre 2001, l'effondrement des tours du World Trade Center. Aujourd'hui, le 25 octobre 2025 pourrait bien rejoindre ces dates comme un marqueur d'un changement de paradigme en Europe orientale. Pokrovsk, un nom jusqu'ici presque oublié du grand public, un point modeste sur la carte du Donbass, devenu en quelques heures le centre de toutes les attentions stratégiques. Cette ville, qui comptait moins de 70 000 habitants avant la guerre, s'est retrouvée projetée au cœur de l'actualité mondiale. Les forces russes y ont brisé la défense ukrainienne, s'emparant d'une gare qui n'est pas qu'un point sur la carte, mais le cœur palpitant de la logistique du front. Pour comprendre l'importance de cette prise, il suffit de rappeler que cette gare était le principal nœud ferroviaire, permettant l'acheminement de matériel, de vivres et de renforts vers l'ensemble de la ligne de front sud. La réaction a été immédiate. Du côté allemand, des experts militaires évoquent une perte irrécupérable. Même des officiers ukrainiens, d'ordinaire prudents, concèdent eux la chute de la ville. Un aveu rare, lourd de conséquences et de non-dits, car il suggère que la situation est bien plus grave que ce que la communication officielle laissait entendre. Pour la première fois depuis des mois, la presse ukrainienne emploie le mot « repli » et non plus « redéploiement tactique », un glissement sémantique révélateur. Ce qui s'est produit à Pokrovsk dépasse de loin un simple succès tactique. C'est une bascule, le signal d'une désorganisation profonde. Le moral des troupes vacille, la logistique se désagrège et à Kiev, l'équilibre politique commence à trembler. Il suffit d'écouter les échanges entre députés à la Rada ou de lire les forums de discussion pour sentir monter une angoisse inédite. Les comparaisons avec la débâcle française de juin 1940 commencent à circuler, preuve que la société ukrainienne ressent viscéralement la gravité de l'instant. Regarder ailleurs, c'est ignorer la dynamique de fond du conflit. Bien pire, c'est risquer d'être aveugle au séisme régional qui s'annonce. Les répercussions pourraient toucher la sécurité de toute l'Europe, bouleverser l'économie et la stabilité énergétique du continent. Dans les capitales européennes, on commence à évoquer, à voix basse, la possibilité d'un nouveau choc pétrolier, d'une crise migratoire d'ampleur ou d'une remise en cause des traités de sécurité collective. Pour comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut revenir à l'origine du choc. Pokrovsk, là où le front ukrainien s'est fissuré, révélant une crise dont les vagues n'ont pas fini de déferler. Comme lors de la chute de Dien Bien Phu en 1954, c'est un point stratégique qui, une fois tombé, entraîne toute une région dans son sillage. Comment la prise de Pokrovsk a-t-elle été rendue possible? Plongeons au cœur des événements de cette journée décisive et tentons de retracer le fil d'une opération qui, pour beaucoup, restera un cas d'école dans les annales militaires. Pokrovsk n'est pas simplement une ville, c'est le centre névralgique d'une défense ukrainienne conçue pour tenir des mois, voire des années. Pourquoi cet effondrement éclair? Parce que la chute de Pokrovsk bouleverse tout l'équilibre du front, bien au-delà de l'enjeu local. Pour les stratèges, c'est un peu comme si, lors de la bataille de Stalingrad, l'armée rouge avait perdu non seulement la ville, mais aussi la Volga et toutes ses voies de ravitaillement. Pendant de longs mois, Pokrovsk a verrouillé la ligne de défense ukrainienne. Sa position dominait les routes majeures et, surtout, la gare ferroviaire, le cœur logistique du ravitaillement et des manœuvres de troupes. Les soldats ukrainiens, convaincus de la solidité de leurs fortifications en profondeur, croyaient pouvoir résister à tout prix. La ville était protégée par des réseaux de tranchées, des bunkers bétonnés et une surveillance constante par drones et radars. À l'instar de Verdun en 1916, Pokrovsk devait tenir coûte que coûte. Mais l'opération russe a pris tout le monde de court. Au lieu des assauts frontaux coûteux du passé, Moscou a opté pour une percée rapide et chirurgicale. Les groupes d'assaut ont foncé droit vers le centre, contournant les points forts périphériques et frappant là où la défense était la plus fragile.
Cette manœuvre rappelle la Blitzkrieg allemande de 1940 lorsque la Wehrmacht a contourné la ligne Maginot pour s'enfoncer au cœur de la France. Le choc a été brutal. En moins d'une journée, la gare ferroviaire, véritable colonne vertébrale de la ville, a été prise. Ce n'est pas qu'un symbole. La logistique ukrainienne, déjà affaiblie, s'est retrouvée paralysée. Les garnisons, soudain isolées, n'avaient en plus accès ni aux renforts ni aux approvisionnements essentiels. L'histoire militaire regorge d'exemples où la prise d'un nœud logistique a précipité la chute d'un front entier. On pense à la prise de Bastogne durant la bataille des Ardennes, ou à la coupe du chemin de fer de Birmanie par les Alliés en 1944. Les conséquences ont été immédiates. Les routes secondaires, rendues impraticables par les frappes et la météo, ont piégé les unités. Les dépôts de munitions, déjà la cible de frappes précises, ont été anéantis. En l'espace de quelques jours, des soldats se sont retrouvés coupés de leur commandement, parfois contraints de fuir à pied. Les témoignages de militaires ukrainiens évoquent des scènes de chaos, où des unités entières cherchent à rejoindre leurs lignes arrières à travers les champs inondés, abandonnant du matériel lourd pour sauver leur vie. Le climat a achevé de désorganiser la défense. La pluie et la boue automnale, omniprésentes autour de Pokrovsk, ont cloué au sol les blindés ukrainiens. Les drones, handicapés par la météo, perdaient en efficacité. Les maigres lignes de ravitaillement sont devenues autant de pièges mortels dans ce bourbier. Ce phénomène n'est pas sans rappeler la Rasputitsa, cette saison de boue redoutée depuis Napoléon, qui a ralenti toutes les armées ayant tenté de conquérir l'Est européen. Derrière ce chaos, l'intention russe est limpide. Encercler et asphyxier le complexe Pokrovsk-Mirnorad-Dobropilia. En coupant les dernières artères vitales, Moscou vise à provoquer non seulement une défaite militaire, mais une onde de choc psychologique et politique dans le camp ukrainien. L'objectif n'est pas seulement d'accumuler des kilomètres carrés, mais de briser la volonté de résistance, comme le fit l'encerclement de Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale. Ignorer le poids du terrain, de la logistique et du moral, c'est passer à côté de l'essence de cette guerre. La chute de Pokrovsk révèle une faille systémique, un commandement ukrainien dépassé, des lignes désorganisées, une stratégie réduite à la réaction plutôt qu'à l'anticipation. Il s'agit d'un syndrome connu dans l'histoire. On l'a vu à Singapour en 1942, quand la garnison britannique, pourtant bien équipée, s'est effondrée face à une attaque japonaise inattendue. Mais au-delà de la réussite tactique russe, c'est une crise profonde qui mine Kiev, perte de confiance, chaos dans la chaîne de commandement et incapacité à reprendre l'initiative. Le front oscille, prêt à s'effondrer davantage. Les rapports internes suggèrent que la communication entre les échelons s'est dégradée, chacun cherchant à éviter la responsabilité d'un échec annoncé. Derrière la ligne de front, les conséquences de cette défaite se répercutent déjà sur la société ukrainienne et sur les alliés de Kiev. Quels signaux cette rupture envoie-t-elle à Moscou, mais aussi à l'Europe et au reste du monde ? La perte de Pokrovsk est un message adressé à tous. La ligne de défense n'est plus infranchissable, et le temps joue désormais contre Kiev. Quand une armée commence à accuser sa propre hiérarchie, la défaite n'est plus qu'une menace abstraite, elle devient inévitable. Ce phénomène de désagrégation de la discipline fut observé durant la retraite de Russie en 1812 lorsque la grande armée de Napoléon s'est peu à peu dissolue sous la pression du froid, de la faim et du doute. À Kiev, la fracture est désormais exposée au grand jour. Officiers, députés et même certains anciens alliés du pouvoir dénoncent publiquement l'incapacité du commandement général, et la figure du général Syrski cristallise les critiques. Les choix stratégiques récents, tels le redéploiement précipité des maigres brigades encore en état de combattre vers Pokrovsk, sont perçus comme des erreurs fatales. Ce déplacement a vidé d'autres secteurs, laissé des pans entiers du front sans défense et semé la panique dans la chaîne de commandement. Ces tensions rappellent la crise de commandement française de mai 1940, quand les divisions d'élite furent dispersées sans coordination. Les conséquences humaines sont vertigineuses. Les pertes, désormais estimées entre 300 000 et 500 000 soldats, tués, blessés ou disparus, font trembler l'institution militaire. Les cas de désertion explosent. Chaque semaine, des refus d'obéir éclatent, révélant une fatigue morale généralisée. Beaucoup sont envoyés au front, sans préparation, sans soutien logistique, parfois presque sacrifiés. L'incertitude et l'épuisement rongent l'armée jusqu'à la base, brisant les derniers liens de cohésion. Lors de la guerre de Corée, un phénomène similaire de découragement avait conduit à des effondrements rapides de positions pourtant tenues depuis des mois. Mais la crise dépasse la morale. Elle est aussi logistique et atteint un seuil critique.
Acheminer hommes et munitions relève du miracle. Routes saturées, convois sous le feu, stocks fondants à vue d'œil. Plusieurs unités témoignent d'un manque total de munitions ou de vivres, incapables de tenir plus de quelques heures sans renfort. Même les évacuations civiles deviennent des scènes d'anarchie. Les axes sont noyés sous des embouteillages de plusieurs kilomètres, la panique s'insinue jusque dans les villages les plus reculés. Souvenons-nous de l'évacuation de Saïgon en 1975, où la panique générale avait précipité la chute de tout un régime. Désormais, l'État chancelle. La peur ne vient plus seulement de l'ennemi, mais de l'intérieur. La confiance dans la capacité de Kiev à protéger s'effrite, la société doute, les élites s'entredéchirent. La perte de Pokrovsk n'est plus le seul danger. C'est le risque d'un effondrement systémique de l'armée et d'une rupture brutale entre pouvoir et population qui plane. Le séisme politique dépasse le champ de bataille, il inquiète les alliés, déstabilise les marchés et réveille les vieux spectres européens. Comme lors de la crise des Sudètes en 1938, l'incapacité à rassurer les populations peut précipiter des bouleversements politiques inattendus. Face à ce chaos, la Russie ne se contente plus d'attaquer. Elle exploite chaque faille, chaque hésitation. Les lignes sont brouillées, le commandement contesté, et l'armée ukrainienne flirte avec la débâcle totale. On observe une amplification de la guerre psychologique, avec des campagnes de désinformation ciblant les familles de soldats et les populations civiles, dans le but de saper encore davantage le moral. Mais la perte de Pokrovsk n'est que le début. Une question obsède désormais les analystes: jusqu'où cette dynamique d'effondrement peut-elle aller et qui saura en profiter? Certains experts évoquent le risque de voir d'autres villes stratégiques basculer en cascade, reprenant la dynamique observée lors de la bataille de France en 1940, où la chute de Sedan avait ouvert la route de Paris. Désormais, l'enjeu n'est plus la conquête simple d'une ville, mais la domination absolue de la logistique, de l'énergie et du tempo diplomatique. Le théâtre de la guerre s'élargit chaque jour, débordant largement le front des combats visibles. On assiste à une extension du champ de bataille aux infrastructures vitales, aux réseaux de communication et même au cyberespace. Côté russe, la doctrine se transforme. Sacrifier le matériel pour sauver la vie des soldats. Les assauts plongent de plus en plus souvent dans les redoutées zones de destruction, où les pertes en véhicules et blindés peuvent atteindre jusqu'à 70%. Pourtant, Moscou s'accroche à préserver ses unités de combat, préférant perdre de l'acier plutôt que du sang. Ce choix n'est pas nouveau. Déjà durant la guerre d'hiver contre la Finlande, l'armée rouge avait appris à privilégier la préservation de ses effectifs sur la conservation du matériel. Cette stratégie s'accompagne d'une offensive méthodique contre les arrières ukrainiens. Les lignes de ravitaillement, longtemps considérées comme le pilier de la défense, s'effondrent brutalement. Presque chaque jour, des points d'approvisionnement sont coupés, isolant davantage les garnisons et sapant la résistance morale. À titre d'exemple, le centre logistique de Kramatorsk a subi en une semaine plus de 30 frappes ciblées, rendant impossible le maintien de stocks suffisants pour soutenir les combats. Mais la mutation la plus inquiétante reste l'ampleur inédite des frappes russes. Plus aucun arrière n'est à l'abri. Des bombardements ciblés frappent à plus de 200 km derrière le front, détruisant dépôts d'armes, entrepôts logistiques et infrastructures vitales. Il ne s'agit plus seulement de conquérir du terrain. L'objectif est la désorganisation systématique de toute la chaîne logistique ukrainienne. Ce mode opératoire rappelle la stratégie de bombardement alliée sur l'Allemagne nazie en 1943 et 1944, qui visait à paralyser la production plutôt qu'à gagner du terrain immédiatement. En parallèle, la Russie déclenche une guerre énergétique d'une intensité nouvelle. Les frappes dites chirurgicales visent la distribution de gaz et d'électricité, provoquant pénurie et angoisse. En quelques semaines, des régions entières se retrouvent privées de chauffage ou d'électricité, ajoutant une urgence de survie à la lutte militaire. Les files d'attente devant les stations-service rappellent les images de la crise pétrolière de 1973, tandis que les coupures de courant plongent des villes entières dans l'obscurité. Sur le plan diplomatique, les marges de manœuvre de Kiev se réduisent dramatiquement. L'appui américain se fait plus distant, alors que de nouveaux acteurs, tels Donald Trump, évoquent des garanties réciproques sans engagement ferme. Pour l'Ukraine, cette incertitude s'ajoute à l'usure du front et à l'épuisement d'une population de plus en plus isolée. Les négociations deviennent plus difficiles, chaque allié calculant désormais le rapport coût-bénéfice de son soutien. La guerre n'est plus un affrontement conventionnel. Elle menace désormais la survie énergétique, l'unité politique, la cohésion nationale et la confiance des alliés.
L'Ukraine se retrouve piégée dans une spirale où chaque secteur vital devient une cible et chaque faiblesse un risque de rupture fatale. Les cyberattaques contre les banques, les tentatives de sabotage des réseaux ferroviaires et la diffusion de fausses nouvelles participent à cet étau stratégique. À mesure que la pression s'intensifie, une question obsède désormais tous les acteurs. Combien de temps encore Kiev pourra-t-elle résister avant que l'équilibre régional ne bascule définitivement ? La suite dévoile les signaux faibles d'un effondrement imminent, tels que l'exode de cadres administratifs, la multiplication des pénuries dans les supermarchés ou la montée de la contestation dans les villes de l'Ouest, traditionnellement plus calmes. Dans une guerre d'usure, le vainqueur n'est pas toujours le plus fort. Celui qui résiste, organise et économise ses ressources avec le plus de rigueur l'emporte souvent. Les images de Pokrovsk ne montrent pas seulement un front qui s'effondre, mais illustrent la mutation profonde de la guerre. On passe d'une recherche de victoire éclatante à une bataille de l'endurance, où chaque jour gagné est une victoire en soi. Désormais, ce ne sont plus les charges héroïques ni la supériorité numérique qui décident du sort d'un conflit. L'usure a pris le dessus. Lente érosion du moral, de la logistique, des réserves humaines. Peu importe la bravoure, si les flux de munitions, de carburant ou de volontaires s'assèchent, la défaite devient inévitable. La Première Guerre mondiale en est l'illustration parfaite, avec ses années de tranchées, de blocus et d'épuisement mutuel. La véritable clé réside dans la logistique, l'énergie, la capacité à maintenir la chaîne d'approvisionnement humaine. En Ukraine, l'armée a brûlé ses meilleures troupes et ses réserves dans une défense réactive, espérant gagner du temps ou infliger des pertes. Mais chaque assaut, chaque contre-attaque a surtout dilué son propre potentiel sans jamais renverser la tendance. Comme à bien fut, la multiplication des opérations de désenclavement n'a fait qu'épuiser les forces disponibles. La Russie, elle, a imposé son tempo. Elle a fixé les enjeux, forçant Kiev à subir l'initiative, puis à s'épuiser dans des batailles choisies non pas par l'Ukraine, mais par la méthode éprouvée de Moscou. Ce n'est pas la force brute qui a triomphé, mais la capacité à organiser l'usure, à anticiper, à épuiser l'adversaire centimètre après centimètre. L'art opératif russe, forgé lors des grandes offensives de la Seconde Guerre mondiale, trouve ici une nouvelle expression. L'expérience de Pokrovsk montre que le cœur du conflit n'est plus la conquête spectaculaire ou la victoire éclatante. Il s'agit de préserver ses forces, d'éviter la dispersion, de maintenir la cohésion malgré la fatigue, la peur, la pression permanente. Sur le terrain, cela signifie ménager ses soldats, planifier les relèves, devancer la rupture logistique, même si cela exige de céder temporairement du terrain. Les manuels de l'OTAN insistent aujourd'hui sur l'importance du combat en profondeur, mais la réalité impose aussi le pragmatisme de la retraite organisée. Pour comprendre les conflits actuels, il faut dépasser le récit des batailles et des villes tombées. Il faut lire la guerre à travers les ruptures d'approvisionnement, la lassitude morale, la gestion des flux vitaux. Ce sont ces indices invisibles qui décident du jour où une armée s'effondre, où une nation bascule vers la crise politique. Les signaux faibles, tels les retards de paie, les ruptures de stock de médicaments ou la baisse des inscriptions à l'école, sont autant de voyants rouges qui s'allument avant la catastrophe. Ignorer ces leçons, c'est risquer de reproduire les mêmes erreurs, que l'on dirige une institution, une entreprise ou un État. Sous-estimer la préservation des ressources, l'organisation sous pression, expose immanquablement à la surprise stratégique, à l'effondrement soudain. Les exemples historiques abondent. La crise de Suez en 1956, la chute de l'Empire ottoman ou plus récemment la faillite de la Grèce en 2010. La chute de Pokrovsk va bien au-delà d'une simple défaite militaire. Elle bouleverse l'équilibre de la région et redéfinit les lignes de fracture en Europe. Les discussions à Bruxelles témoignent d'une inquiétude grandissante, tandis que les compagnies d'assurance réévaluent le risque de guerre sur le continent. Un basculement décisif s'opère bien au-delà de la chute d'une simple ville sur la carte. Pokrovsk n'est pas un point parmi d'autres. C'est le symptôme d'une rupture dans la guerre du Donbass, où le courage des soldats ne suffit plus à masquer l'effritement silencieux de toute une logistique. Chaque repli, chaque brèche révèle la fatigue d'une armée ukrainienne coupée de ses soutiens, éreintée par une pression méthodique et implacable. Les ONG humanitaires signalent une hausse des pathologies liées au stress, tandis que les files d'attente pour quitter la région s'allongent sans fin. En Occident, beaucoup continuent de voir une bataille parmi tant d'autres.
Pourtant, l'histoire progresse dans les marges. La confusion des états-majors, la désorganisation des convois, l'inquiétude qui gagne les lignes arrières, tout cela annonce une bascule plus large. Ne pas lire ces signaux, c'est s'aveugler sur la nouvelle nature du conflit. Une guerre où la logistique, la communication et la résilience morale deviennent plus cruciales que la bravoure ou la possession de quelques hectares de terre. Les économistes évoquent déjà les conséquences à long terme sur la production agricole, le commerce de céréales et la stabilité monétaire régionale. L'équilibre régional chancelle. L'Europe, longtemps confiante dans l'immuabilité de ses frontières et la sécurité de son énergie, découvre sa propre vulnérabilité. Les routes d'approvisionnement se brouillent, l'économie s'inquiète et la sécurité collective vacille. S'accrocher à ces certitudes, c'est risquer l'impréparation, l'isolement et perdre un temps qui ne reviendra pas. L'histoire l'a montré avec la crise migratoire de 2015, qui avait pris de court des gouvernements persuadés de la solidité de leurs frontières. Pokrovsk nous avertit. Les vraies lignes de front sont ailleurs. Elles traversent la logistique, l'information, l'épuisement des sociétés. Comprendre ce bouleversement, c'est remettre en cause nos représentations, refuser les évidences imposées et chercher ce qui se joue dans l'ombre, loin des images officielles. Les mouvements de capitaux, les ruptures de contrats commerciaux et la montée des populismes sont autant de conséquences indirectes de ce conflit qui échappent à l'œil nu. Alors que faire devant ce constat ? D'abord, il s'agit pour chaque citoyen, chaque décideur, chaque analyste, de s'informer au-delà des communiqués officiels. Cela implique de consulter des sources variées, de croiser les regards, d'écouter aussi les témoins directs et les voix discordantes. Ensuite, il faut anticiper les crises plutôt que d'y répondre dans l'urgence. Cela vaut pour les États comme pour les entreprises. Renforcer la résilience logistique, diversifier ses fournisseurs et surtout investir dans la cohésion sociale. Dans la pratique, cela suppose de développer des stocks stratégiques, de former des équipes à la gestion de crise et de promouvoir une culture de la flexibilité organisationnelle. Lorsqu'une entreprise traverse une tempête, ce n'est pas la taille de ses entrepôts qui la sauve, mais la rapidité de sa réaction, la solidarité de ses équipes et la capacité à s'adapter aux imprévus. Sur le plan politique, il devient urgent de réinventer les alliances, de consolider les institutions démocratiques et de ne jamais sous-estimer l'importance de la confiance collective. Les sociétés qui survivent aux grandes crises sont celles qui parviennent à maintenir un dialogue ouvert, à réconcilier les intérêts divergents et à préserver une certaine équité dans l'effort partagé. Enfin, gardons à l'esprit que chaque crise porte en elle une opportunité de réinvention. La chute de Pokrovsk, aussi dramatique soit-elle, peut devenir un catalyseur pour repenser la sécurité européenne, renforcer les solidarités régionales et tirer les leçons qui s'imposent pour éviter de nouveaux effondrements. Osez regarder plus loin. Questionnez, doutez, informez-vous autrement, car les prochains chocs ne préviendront personne. Ils se préparent déjà là où presque aucun regard ne se pose, dans les coulisses d'une guerre devenue insaisissable. Ainsi se referme la question. La chute de Pokrovsk n'est pas une fin, mais le signal d'un monde en mutation, où seule la lucidité collective permettra d'éviter de nouveaux désastres.